S'il vous plaît. 5 euros. Pourquoi nous sommes-nous là? C'est une question que vous vous posez tous, et c'est une question tout à fait historique, et je reste persuadé qu'on ne peut percevoir l'avenir qu'en connaissant son propre passé. Le XVIe siècle, c'est un siècle complètement révolutionnaire, au niveau médical, au niveau scientifique, au niveau artistique. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, cette remise en cause. La médecine, il y avait deux principes. Le corps est inaltérable et on n'a pas le droit d'y toucher. Et le deuxième, on est sur les théories de Galien, c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes sanguins, un à partir du foie et un à partir du cœur. Et donc, c'était le principe. Et donc, il y a un homme. Parfois, il y a des gens comme ça. Alors, est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont précurseurs? C'est Vézal, à Padoue, qui dit, en 1343, « Je vais disséquer ». Et non seulement il va disséquer, il va faire les premières planches d'anatomie, mais en plus, il va mettre en cause tout ce que Galien avait dit antérieurement. Et donc, il y a un certain malaise au niveau du corps médical. Ce type accepte de disséquer et remet en cause les théories médicales de base. Il faut bien dire que 1543, c'est une date qui est importante également parce que c'est l'apparition de Gutenberg et donc de l'imprimerie. Et donc, les planches de dissection qu'il va faire, il va pouvoir les publier. Et donc, il ne faisait pas des tweets, il ne faisait pas des posts, mais il a fait des publications. Et ça a créé au niveau européen des interrogations et de la création d'amphithéâtres de dissection. Mais vous allez voir qu'en France, ça va être un petit peu plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'en réalité, les médecins, les barbiers et les chirurgiens ne s'entendent pas. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal. Et les barbiers, à cette époque-là, étaient très puissants. Donc il y a trois groupes qui ne s'entendent pas, les médecins, les barbiers, les chirurgiens, et puis il y a trois autres groupes qui ne s'entendent pas non plus. C'est la faculté de médecine de Paris qui est très, très conservatrice, elle reste sur des dogmes. La faculté de Montpellier, qui est une très ancienne faculté, je vous rappelle, c'est 1200, qui, elle, progresse, elle étudie les plantes, elle étudie vraiment les nouvelles technologies. Et puis il y a la Maison du Roi. Alors, la Maison du Roi, en réalité, on a eu la chance, en France, d'avoir des rois excessivement progressistes. Et quand les rois ont vu que ces conflits, eh ben, ils ne se sont pas embêtés, ils ont créé un premier chirurgien du roi, un premier médecin du roi, c'est-à-dire qu'ils étaient des deux côtés, et comme ça, ils étaient sûrs d'avoir les meilleurs soins. Néanmoins, quand on regarde au niveau des facultés de médecine, la faculté de Montpellier, à cette époque-là, est prédominante et donc va engranger, je dirais, toutes les innovations. Alors, vous voyez un peu l'importance de la Maison du Roi. En 1608, on demande au roi pour construire un amphithéâtre d'anatomie. Le Parlement vote contre. Ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, Henri IV, qui est quand même un novateur, dit pas de problème, je paye. Et il met 6 000 € sur la table pour former les aspirants à la chirurgie de la taille. 6 000, oui. Il était très, très en avance, je vous ai dit. Donc, il avait déjà anticipé. 1615, c'est Louis XIII. Et là, il y a la validation d'un bâtiment pour le Parlement. Et les maîtres chirurgiens, avec un côté très social, que j'apprécie énormément, consulter les indigents le premier lundi du mois, c'est-à-dire que c'est la science, mais la science pour tous. Et ça, c'est quand même quelque chose qui maintient. Faire des lectures d'anatomie, des démonstrations pour l'extraction du calcul et autres actes d'opération de chirurgie. Alors, je vais passer la parole à notre secrétaire perpétuel qui va nous décrire maintenant le bâtiment.
Alors effectivement, une fois que les problèmes politiques ont été résolus, le temps a passé et il a fallu pour les chirurgiens trouver un local pour faire ces dissections anatomiques et ces cours de chirurgie. Alors voici Paris en 1550. Vous reconnaissez au milieu la rue des Cordeliers ici, voilà, avec l'église des Cordeliers qui n'existe plus, le réfectoire des Cordeliers qu'on voit ici, et l'église Saint-Côme. Alors Paris était petit, donc on est au centre de Paris, et les chirurgiens ont choisi un local à côté de l'église Saint-Côme. Alors l'église Saint-Côme, elle est très intéressante pour les chirurgiens parce qu'elle est à côté d'un cimetière et à côté de charniers. Or, il s'agissait de dissection, il fallait avoir accès au corps, et donc c'était un endroit naturel pour que les chirurgiens puissent commencer leur cours. Et donc, ils ont acquis au prix des Cordeliers un terrain qui est donc situé entre la rue de l'École de médecine, ici, ce qui est devenu la rue de l'École de médecine, et le réfectoire des Cordeliers, qui est toujours à votre gauche, un petit terrain, et vous voyez que là, on était bien, parce qu'on était à côté du cimetière, et on était à côté des charniers. Alors, ça a bien marché. Ça a bien marché, puisque ces cours étaient donnés jusqu'à 200 personnes, dans un local en bois, hein, qui était assez précaire, mais tous les amphithéâtres d'anatomie en Europe ont connu ces situations précaires, mais il n'y avait toujours pas d'amphithéâtre en dur à Paris. Et vous voyez d'ailleurs que sur le plan demandé par Turgot, le plan de Paris demandé par Turgot en 1734, vous voyez apparaître ce petit bâtiment ici, qui est l'amphithéâtre Saint-Côme, et avec, à l'époque, l'église des Cordeliers et le couvent des Cordeliers et les fossés de la rue Monsieur-le-Prince. Alors, ce local étant devenu trop petit, les chirurgiens de robe longue se sont mis d'accord avec les barbiers, un certain nombre de barbiers, et ils étaient à l'époque, donc la confrérie des chirurgiens de Saint-Côme, ils étaient environ 300, et ils ont décidé de déménager et de créer, on est donc à la fin du XVIIe siècle, de créer un amphithéâtre en dur, qui sera donc le premier amphithéâtre en dur à Paris, en France, mais pas en Europe, loin de là. Alors voici un dessin de l'architecte Joubert. La première pierre a été posée en 1691. L'inauguration a eu lieu en 1696, en présence de Félix. Félix, dit Tassi, était le chirurgien du roi. Et le Louis XIV appréciait beaucoup ses chirurgiens car il a eu besoin d'être soulagé. Vous connaissez l'histoire de la fistule anale, qui a été réalisée par Félix et qui a changé le destin des chirurgiens en France, comme le destin des chirurgiens a changé en Angleterre pour les mêmes raisons par un autre chirurgien. Et ce sont les chirurgiens de la confrérie de Saint-Côme qui ont donc payé de leur denier ce bâtiment, 27 000 livres, ce qui représente 523 000 euros actuels. Bon, c'est pas rien. Je vous passe les détails parce qu'il a fallu quand même faire des emprunts. Enfin bon, ça a été un peu douloureux sur le plan financier, mais les chirurgiens sont des gens volontaires et ils y sont arrivés. Et à partir de cet amphithéâtre Saint-Côme, ont été déclinés différents amphithéâtres sur le même mode. L'amphithéâtre de Paris, l'amphithéâtre de Winslow, en 1742, est un élément très intéressant parce qu'en fait, c'est l'amphithéâtre de la faculté de médecine, dans lequel d'ailleurs Vézal a assisté à des dissections anatomiques au XVe siècle, mais qui en fait était très
comment dire, très peu développée. Pourquoi? Pour des questions de moyens. La faculté de médecine n'avait pas d'argent. Et elle a pu, avec des finances qu'elle a eues, constituer un vrai amphithéâtre d'anatomie en 1742, c'est-à-dire une cinquantaine d'années après l'amphithéâtre Saint-Côme. L'amphithéâtre de Louvain en 1744, Bordeaux en 1753, tous ces amphithéâtres sont construits sur le même mode. Montpellier 1757, qui a été construit par un don de Lapéronie, qui était un chirurgien montpelliérain, ancien président de l'Académie de chirurgie, jusqu'à l'amphithéâtre de Perpignan. Alors vous voyez que tous ces amphithéâtres, ils ont tous en commun d'avoir beaucoup de lumière. Il fallait de la lumière pour que les gens puissent voir les dissections, et il fallait qu'il y ait des gradins, non pas les gradins sur lesquels vous êtes assis aujourd'hui, mais des gradins beaucoup plus élevés pour que le public puisse assister à la dissection. Voilà la dissection telle qu'elle était menée à l'amphithéâtre Saint-Côme à l'époque, avec donc le corps qui est juste devant, au bord de l'amphithéâtre. Ces dissections se sont poursuivies ici jusqu'en 1767, et Louis XV a accordé des crédits pour construire un nouveau bâtiment pour les chirurgiens. Et les chirurgiens se sont donc installés dans la faculté, ce qu'on appelle maintenant la faculté de médecine, aux 12 rues de l'école de médecine, pour justement pouvoir poursuivre ces dissections. Et puis tout s'est arrêté en 1793 sous la férule de Robespierre. Plus d'académie, plus d'amphithéâtre, plus de... Voilà. Et voilà l'histoire de cet amphithéâtre Saint-Côme, dans lequel on est ravis de vous accueillir. Et ça n'est qu'un début. Merci beaucoup à Monsieur le secrétaire perpétuel. Je suis très honoré d'accueillir Victor Albert Dassault, qui est député, mais qui est surtout vice-président de l'OPEX. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce que c'est que l'OPEX, mais en réalité, l'OPEX, c'est l'Office parlementaire des choix technologiques qui chapeaute les académies. Merci beaucoup, Victor, de ta présence. Je sais que dans 5 minutes, tu as une question d'actualité aussi. Et donc, tu m'as dit, je passe, je dis bonjour et je m'en vais. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. Salut.